Bonjour et bienvenue dans les auditions du Conseil citoyen de Rennes. Je suis Pierre Arnaud. Je suis Ibadou. Et nous sommes membres du Conseil citoyen de Rennes Métropole qui réunit des habitantes et des habitants ainsi que des actrices et des acteurs des quartiers prioritaires du Blône, Bréquigny, Clenay, Morpas et Villejean. Aujourd'hui, nous recevons Victor Bayard de la liste Faire mieux pour Rennes. Bonjour. Bonjour à vous deux. Vous avez 1 minute 30 pour répondre aux questions. Un signal indiquera la fin du temps imparti. Très bien. Victor Bayard, en quelques mots, pourriez-vous vous présenter et nous parler des valeurs qui vous animent ? Enchanté, merci de m'avoir invité. Donc, je m'appelle Victor Bayard, je suis chercheur en socio-économie. Je suis aussi coordinateur du programme pour cette liste Faire mieux pour Rennes, soutenue par la France Insoumise. Et je suis aussi coordinateur Ille-et-Vilaine de l'Institut La Boétie, qui est une fondation qui nous aide à structurer notre mouvement. Et je suis en deuxième position sur cette liste pour les élections municipales. Et militant France Insoumise depuis 5 ans. Moi, des fois, je me définis comme éco-marxiste. C'est un peu un gros mot pour dire que c'est l'écologie radicale et l'égalité entre les individus qui m'animent, avec une forte proportion vers la répartition des richesses et le militantisme politique pour permettre à toutes et tous de se politiser. Merci. Notre première question porte sur la précarité et l'emploi. En moyenne, dans les quartiers prioritaires de la ville, le niveau de vie est inférieur de 37% au niveau de l'ensemble de la population rennaise. Allez-vous soutenir les CCAS afin qu'ils accompagnent davantage les personnes précaires et comment comptez-vous limiter la discrimination à l'accès à l'emploi et au stage ? Alors, les quartiers prioritaires de la ville en France, c'est un outil qui sert à orienter des politiques publiques et c'est très important au niveau communal, mais souvent c'est un outil qui sert à pallier des inégalités qui sont plus larges. Et nous, on pense que la commune elle a son rôle à porter là-dedans. Et le financement des centres communaux d'action sociale, les CCAS, c'est un bon exemple de ce que peut faire la commune. Et il faut lui permettre de le faire pour assurer des conditions de vie dignes pour tous les gens que le CCAS aide. Mais c'est pas suffisant. Ensuite, il faut d'autres choses. C'est le sens de votre question aussi. Nous, dans notre programme, on veut mettre en place un bureau anti-discrimination. Parce qu'il y a des discriminations qui ont lieu, il y a des lois qui les empêchent normalement. Mais souvent, les gens, ils sont, tout le monde, on est un peu perdu quand on n'est pas formé avocat ou juriste, on ne sait pas, il y a une barrière administrative et le bureau anti-discrimination il sert à ça. Ce sera un outil simple que tout le monde pourra utiliser si jamais il ou elle est victime de discrimination. Ça c'est une première chose. Et l'autre chose c'est la carte citoyenne d'accès aux droits. Pareil, on a beaucoup de droits en France au niveau communal, régional, départemental et on est perdu. On ne sait pas trop par quel bout le prendre et nous on veut que ces droits ils soient automatiques pour chaque citoyen, chaque citoyenne pour en finir avec le non-recours aux droits. Ça c'est les choses qu'on mettra en place au niveau local et ensuite ça doit permettre à toutes ces questions de trouver une politisation et de trouver des réponses. Notre deuxième question concerne les logements. Prix toujours en hausse, manque de place, logements mal isolés. Quelles sont vos réponses face aux problématiques de l'habitat dans les quartiers prioritaires et quelle est votre position concernant le loyer unique HLM actuellement mis en œuvre ? Merci beaucoup de me poser cette question parce que c'est la priorité numéro 1 lorsqu'on interroge les Rennaises et les Rennais par questionnaire, par porte-à-porte, ce genre de choses. Il y a de plus en plus d'habitants à Rennes, les loyers sont de plus en plus chers. Il y a tout un tas de causes à ça et il y a tout un tas de choses que la commune peut faire pour régler une partie de ces problèmes. Le loyer unique des habitations à loyer modéré, c'est une première étape. Ça permet de faire en sorte qu'on ne soit pas contraint par nos conditions salariales sur où est-ce qu'on veut habiter. Nous, on pense que c'est un bon début de le faire dans les HLM, mais si possible, il faudrait le faire partout. Donc on est pour, nous, un encadrement des loyers, un plafonnement qui doit avoir lieu qui doit être poussé par la commune pour que ce soit autorisé au niveau national. Et ensuite, ce qu'on veut mettre en place de manière très concrète, nous, c'est une brigade anti-mal logement. C'est des gens qui seront à la mairie, à la métropole, et qui seront payés pour être proactifs dans cette recherche de qui est mal logé, pourquoi ils sont mal logés, histoire que cette question elle soit prise en compte par les bailleurs sociaux, mais aussi par les propriétaires tous les jours. Et on veut aussi un immense plan de rénovation thermique qui est à la fois écologique, mais qui
ensuite s'adresse en priorité aux plus précaires, parce que c'est souvent, les deux s'additionnent. Les gens qui sont les plus précaires socialement, ils sont les plus précaires énergétiquement, et il faut que ça cesse. Et bien sûr, sur le long terme, un grand plan de consolidation des logements publics, pas seulement dans les HLM, mais dans plein de logements différents, histoire que la puissance publique reprenne le pouvoir sur le privé en ce qui concerne les logements. Merci. La troisième question porte sur le vivre ensemble et le lien social, c'est-à-dire la lutte contre l'isolement, la discrimination, la stigmatisation, la convivialité, les lieux de répit, etc. Nos quartiers accueillent notamment des personnes discriminées, isolées, fragilisées. Que prévoyez-vous de faire pour que ces personnes se sentent bien dans leur quartier ? Alors les villes, elles produisent de la politique, des gens qui prennent conscience de manière collective des situations qu'ils vivent, mais c'est aussi des espaces qui rendent visibles les inégalités de nos sociétés. Et ça crée des situations d'isolement, mais c'est aussi des lieux d'accueil des marginalités. C'est tout ça qui arrive dans les villes, notamment à Rennes. Ça fait longtemps que les habitants, ils n'ont pas attendu les politiques pour s'organiser, ils ont accompagné cette organisation, les politiques. Un énorme exemple, c'est les MJC, Maison des Jeunes et de la Culture, avec des associations qui sont dédiées à l'éducation populaire. Nous, au sein de notre liste, on a des personnes qui font partie de ce type de collectif qui politisent des questions sociales. Je pense à Régine Comocoli, qui est troisième, qui est notre colistière, qui est troisième sur la liste, qui a fondé le collectif CUNE. Et pour que toutes ces personnes se sentent bien dans leur quartier, il est important que ces collectifs elles disposent de moyens, elles disposent de locaux et surtout d'espaces publics, enfin aussi d'espaces publics qui leur permettent de faire pleinement ce travail d'inclusion sociale et de faire ce travail d'accueil des personnes marginalisées par le monde marchand. Une commune insoumise, une commune qui sera administrée par Femmes pour Rennes, ce sera une commune de l'émancipation qui devra prendre en charge à minima ces personnes marginalisées par des services publics, mais aussi faire entrer au conseil municipal toutes ces personnes. Parce que prendre en charge, c'est une chose, mais leur donner les moyens de s'exprimer pour influer directement sur les politiques publiques. Que ce ne soit pas deux mondes séparés, mais que les deux mondes soient connectés. C'est le sens de notre engagement. Merci. Notre quatrième question concerne la tranquillité publique. Les habitantes et habitants des quartiers prioritaires s'inquiètent de la dégradation de la sécurité en lien avec le développement du trafic de stupéfiants. Que proposez-vous de faire en prévention et en réponse à cette problématique? Comptez-vous concerter les habitantes et habitants sur la question? Oui, tout à fait. Et parce que la sûreté, la sécurité, c'est devenu un sujet politique majeur. Ça ne l'était pas forcément il y a 10-20 ans. C'est pas forcément directement lié à une augmentation des violences, mais à leur visibilisation. Maintenant, elles ont lieu dans l'espace public. Il y a des règlements de compte. Et par ailleurs, la consommation de drogue augmente pour tout un tas de raisons qui sont d'ordre sanitaire, social, ce genre de choses. Donc, on pense que la mission de la police municipale, elle doit rester sur la tranquillité, la sûreté et la médiation. Et c'est là où la commune, elle est la plus forte. Beaucoup de gens sont tentés de se dire que la police municipale pourrait remplacer la nationale sur plein de choses. Nous, on ne pense pas du tout. On pense que c'est un piège. Et c'est un piège qu'on refuse sur plusieurs aspects avec des propositions très concrètes dans notre programme. Nous, on ne veut pas d'urbanisme sécuritaire. C'est ce que la ville appelle la prévention situationnelle. On ne veut pas de caméras, on ne veut pas d'espace aseptisé. Plus l'espace il est accueillant pour les collectifs, pour les populations qui habitent, et moins on le laisse au trafic et aux activités illégales. Ensuite, on veut mettre en place une police de proximité et de prévention. C'est une police qui fasse un vrai lien entre la population et ses habitants, et ce sera forcément articulé avec des médiateurs, des éducateurs de rue qui seront mieux financés. Et enfin, le narcotrafic, la consommation de drogue, c'est un immense sujet qui ne concerne pas seulement la police, et c'est pour ça que c'est un immense plan, un de nos 4 grands plans dans notre programme, et qui vise à prévenir l'entrée des jeunes dans le trafic, réduire la consommation, se réapproprier l'espace public, mobiliser les habitants et faire vivre les quartiers populaires. Ça, c'est très important. Merci. La 5e question que nous souhaitons aborder traite de la jeunesse. Les rapports de l'OCDE sont accablants sur le déterminisme social à l'école et Rennes n'y échappe pas. Dans les quartiers prioritaires, que comptez-vous faire pour réduire les inégalités scolaires et quelles actions souhaitez-vous mener à destination des jeunes de ces quartiers et de leurs parents ? Alors, la jeunesse n'est qu'un mot, disait Bourdieu, mais c'est un mot qui effraie beaucoup de gens. C'est un mot qui effraie beaucoup de gens, notamment à droite, parce que, et ça c'est de tout temps, on le retrouve tout le temps, le camp réactionnaire, le camp conservateur a peur des jeunes,
principalement des jeunes des quartiers populaires. Nous, ce qu'on pense, c'est qu'au travers de la jeunesse, il y a une grande force d'émancipation, une force de conscientisation des problèmes politiques. Et c'est pour ça que nous, on a la liste la plus jeune au sein de Famille pour Rennes, avec une vraie représentation de la jeunesse, des gens, notre Benjamin a 19 ans dans notre liste, et une vraie représentation de la jeunesse populaire dans notre liste également. Et c'est pour ça qu'il y a toute une partie jeunesse au sein du programme, qui concerne déjà des choses très matérielles, parce qu'avant de pouvoir se projeter dans la vie, il faut déjà avoir accès au transport. C'est pour ça qu'on propose de mettre en place très vite la gratuité pour les moins de 26 ans. Les jeunes des quartiers populaires en France sont beaucoup plus diplômés que les autres jeunes français au regard de leur classe sociale. C'est pour ça que nous, les logements étudiants sont très importants pour leur permettre, par le diplôme, par les études, de s'émanciper, de comprendre leur position sociale, de répondre à leurs besoins de politique, à leurs besoins de participation à la vie économique qui est très profonde dans cette jeunesse, et aussi des choses très concrètes, une cantine populaire, une épicerie municipale, des moyens qui seront plus importants pour la culture, parce qu'on pense que c'est au travers de cette jeunesse et on n'a pas à parler à sa place, c'est en lui donnant les moyens de prendre conscience de sa position politique qu'elle s'émancipera elle-même. La 6e question porte sur l'urbanisme des espaces publics. Quels sont vos projets concernant les mobilités douces et inclusives ou encore la végétalisation dans les quartiers prioritaires? Surtout, comptez-vous impliquer les habitantes et habitants dans ces décisions? Alors, j'étais ravi de cette question parce que moi, j'étais urbaniste à l'origine. À Rennes, c'est très important l'urbanisme parce que c'est une ville qui a une glorieuse histoire sur le plan architectural, social, urbanistique. Et nous, on pense qu'il est temps de lui donner un nouveau souffle qui serait aussi émancipateur et qui sera un véhicule de nos aspirations politiques. Et c'est un urbanisme déjà de transition qui passera par l'écologie populaire. Donc c'est une écologie qui sera par et pour les classes populaires et qui prendra au sérieux les menaces du changement climatique, qui encore une fois, mais c'est pas nouveau, touche en premier les classes populaires, en proposant un plan vélo qui facilite l'achat et la pratique du vélo, notamment pour les quartiers populaires, une rocade cycliste autour de la ville avec une ceinture arborée, un urbanisme végétal et accueillant, qui permettent de se réapproprier l'espace public, et pas seulement dans le centre-ville ou dans les centres patrimoniaux, mais aussi pour tous les quartiers de la ville. Et aussi une participation à l'urbanisme qui soit réellement influente sur les opérations d'aménagement, que ce ne soit pas juste des consultations accessoires, mais que c'est du vrai poids dans les décisions. C'est pour ça qu'on a un conseil citoyen de la transition écologique dans notre programme qui aura une vraie influence. Ce ne sera pas juste des gens qu'on consultera, ce seront des gens qui auront un pouvoir et qui viendront de tous les quartiers de la ville de Rennes. Et à ce compte-là, le PLUI, le plan local d'urbanisme intercommunal, c'est important que ce soit un véritable outil politique, que ce ne soit pas juste un outil technique, mais qu'on fasse du lien entre les urbanistes, ceux qui maîtrisent la technique, et les citoyens et citoyennes, ceux qui ont conscience de la réalité politique. Merci. Notre 7e question concerne la démocratie locale. À Rennes, et particulièrement dans les quartiers prioritaires, quelles mesures prendrez-vous pour développer la participation citoyenne ? Alors la démocratie, ça ne devrait pas être juste un rendez-vous périodique pour les électeurs et des mandats professionnels pour les élus. Mais ça l'est devenu, ça a été imposé tel quel par, je vous apprends rien, une société salariale très contraignante et des institutions qui sont historiquement très fermées. Pour avoir assisté à pas mal de conseils de mairie, c'est assez aride comme lieu institutionnel. Et la démocratie locale, il y a un moment donné, elle était censée répondre à ces apories, à ces problèmes, mais elle s'enferme malheureusement parfois dans un entre-soi un peu limité. Où c'est quelques personnes qui vont s'approprier quelques petits projets accessoires. Nous, ce qu'on pense, et on l'assume, il faut désembourgeoiser ce processus local en prenant en compte la manière avec laquelle s'exerce la démocratie, en offrant déjà une existence physique de la démocratie locale, des vrais lieux de vote, des propositions pour les gardes d'enfants, pour les personnes qui voudraient participer à la démocratie mais qui ne peuvent pas pour des raisons familiales, en expérimentant des congés démocratiques, parce qu'il y a des gens, ils doivent travailler, enfin la plupart des gens d'ailleurs doivent travailler en fait, et du coup la démocratie, la participation à la vie locale, c'est un coût supplémentaire dans leur vie. C'est pour ça qu'on a des propositions aussi qui réellement ont du poids. C'est le droit de pétition qui sera au niveau communal pour tous les résidents, pas seulement les électeurs, tous les résidents de plus de 16 ans, qu'ils aient ou pas la nationalité, et le RIC, le référendum d'initiative citoyenne, afin de libérer du temps, offrir un vrai pouvoir institutionnel, c'est prouver que les gens s'en saisissent quand il y a un vrai pouvoir, et surtout que ce soit publicisé toutes les procédures et les dispositifs. C'était la dernière question. Merci Victor Bayard d'avoir accepté notre invitation. Merci beaucoup, merci à vous.
Merci à vous d'avoir regardé cette vidéo. Vous pouvez visionner les autres interviews sur la chaîne YouTube du Conseil citoyen de Rennes Métropole. Pour rappel, les élections municipales auront lieu les dimanches 15 et 22 mars prochains.